Je suis Pascale Quivigère, je viens du Québec, j'habite en Angleterre et j'écris depuis une trentaine d'années dans toutes sortes de champs. J'ai écrit de la poésie, de la fiction pour adultes et de la fiction pour jeunes adultes. Alors, le cycle du Royaume de Pierre d'Ancre, j'ai reçu une idée qui m'a vraiment prise par surprise et qui concerne une scène de Pierre d'Ancre qui est à peu près à la fin du premier volume. Et j'étais en train d'écrire quelque chose d'autre à ce moment-là, mais l'idée me tenaillait. C'était très fort, puis je sentais que c'était comme une petite boule très dense, avec beaucoup de feu à l'intérieur. Et que si je commençais à l'éplucher, il allait y avoir du contenu, en effet. Je n'ai pas été déçue. Donc, je me suis aperçue que la scène qui m'était venue en tête, il y avait beaucoup de choses en amont et il y avait beaucoup de choses en aval. Et ça s'est développé pendant 7 ans, l'écriture de Pierre d'Ancre. Je l'ai cherché d'abord. Alors, à cause de la teneur de la scène qui m'était venue en tête, c'était clair pour moi que là, ce ne serait pas un écrit pour adultes et c'était la première fois que ça m'arrivait parce qu'il y avait un élément fantasy dedans. Et là, j'ai écrit, habituellement j'écris à l'ordinateur, cette fois-ci, je me suis donné, j'étais aussi convalescente à cette époque-là, donc je me suis donné 2 heures par jour, un grand cahier, très beau, et j'écrivais à la main. Et là, j'ai écrit plein de brouillons jusqu'à trouver le ton. J'ai trouvé le ton. J'ai essayé toutes sortes de choses. Il y avait des dialogues, il y avait des descriptions, il y avait des événements. Tout ce qui a été écrit dans ces cahiers-là, c'était de l'impro, en fait. Mais c'était comme si j'essayais d'envoyer un dard sur une cible. Il ne la touchait pas tout à fait. Puis à un moment donné, j'ai senti que c'était ça. Et là, ces cahiers-là n'existent plus. En fait, il y a rien de ce que j'avais écrit jusque-là qui est resté. Mais c'était, si vous voulez, c'était chacune de ces scènes-là, de ces dialogues-là, c'était des pas vers ce qui allait se révéler être le ton. Une fois, quand j'ai trouvé le ton, là, je suis entrée dans l'écriture très rapidement, très intensément. Et oui, j'ai vraiment senti que la petite boule de feu se dévoilait à moi. Mais c'est-à-dire que je connaissais pas le monde avant de l'écrire. Je l'ai vraiment découvert en l'écrivant. Moi, je crois beaucoup je crois beaucoup dans la fertilité du mouvement vers la feuille blanche, qui n'a pas peur de la feuille blanche. Donc, des fois, je commence à écrire et j'ai aucune idée de ce qui va sortir. Là, bien sûr, ce qui va sortir est alimenté par tous les autres livres que j'ai écrits, tous les manuscrits que j'ai écrits qui sont encore dans les tiroirs. Et ils sont alimentés par ma vie, ils sont alimentés par ce que j'écoute des autres. J'écoute beaucoup les autres, j'aime pas beaucoup parler de moi. J'écoute beaucoup parler des autres. Je reproduis jamais quelqu'un que je connais dans un livre, mais j'emmagasine de l'empathie, je pense. C'est ce que je fais. Et puis, je lis beaucoup. Je lis toutes sortes de trucs. Donc, toutes ces choses-là, mais aussi, je pense, mon enfance, c'est un grand joueur dans l'écriture de Pierre d'Ancre. Il y a des choses qui sont revenues de mon enfance et je les ai reconnues très loin dans le processus. En lisant des contes à ma fille qui m'appartenaient quand j'étais enfant, j'ai reconnu un conte russe que j'aimais beaucoup à l'époque. Il y avait plein d'éléments de Pierre d'Ancre. Si vous voulez, c'est comme une petite réserve d'archétypes qui m'a été donnée dans ce conte-là, que j'adorais, mais que j'avais complètement oublié. Et quand je l'ai lu à ma fille, j'étais stupéfiée. Déjà, les 2 tiers de Pierre d'Ancre étaient déjà écrits. Donc, tous ces éléments-là s'y trouvaient déjà, étaient revenus de façon inconsciente, mais avaient été retravaillés d'une façon complètement différente. C'est un petit conte de 5 pages. Là, le truc de Pierre d'Ancre, c'est très long. Mais ça m'a montré à quel point c'est comme si cette histoire-là était en dormance en moi depuis très longtemps, en fait. C'est comme si elle s'était formée dans des strates invisibles et que tout à coup, elle avait rejailli et m'avait invitée à entrer dans l'univers. Donc, l'univers, c'est ça. Je l'ai découvert en l'écrivant, vraiment. Alors, mes personnages, la façon dont je travaille mes personnages, c'est beaucoup par la méditation. Donc, j'ai une pratique quotidienne de méditation
par laquelle je cultive le vide, en fait. Et dans ce vide-là, les personnages peuvent commencer à s'exprimer, à apparaître carrément. Donc, je ne médite pas nécessairement sur mon écriture, mais je pense que cette pratique-là, ce vide-là, fait en sorte que quand je m'assois pour écrire, automatiquement, j'entre dans ce vide-là. Et là, tout ce qui est prêt à s'exprimer, à prendre forme, arrive assez facilement. Il y a des personnages que je trouve plus difficiles à mettre en scène, qui me parlent moins, mais pas qui me parlent moins au sens où je les trouve moins intéressants, et carrément, ils ne me parlent pas. Ils ne m'adressent pas la parole, je ne les entends pas. Et là, il faut que je fasse des sessions de méditation sur ces personnages-là, voire d'auto-hypnose, voire d'hypnose carrément. Donc, je suis hypnothérapeute aussi, et j'ai des collègues hypnothérapeutes, et c'est arrivé dans le cas d'un personnage que j'allais voir un collègue, avec une liste de questions pour mon personnage. Et puis, c'est arrivé aussi que je fasse de l'auto-hypnose pour un personnage. Il y a un personnage de Pierre d'Ancre qui était très, très difficile à connaître. Et voilà. Donc, c'est intéressant parce que dans les deux cas où j'ai fait ça, le message était vraiment, tu essaies de nous imaginer avec ton esprit rationnel, tu sais à quoi on doit servir dans l'histoire, tu es utilitariste avec nous, et donc on ne peut pas t'apparaître tel que nous sommes. Donc, c'est toujours encore une fois la question de faire le vide, de m'exiler moi-même, en fait, de mon moment créatif, pour que les personnages viennent me parler. De façon complètement inconsciente, je les reconnais après. Je les reconnais après, mais aussi, je reconnais aussi. C'est comme une espèce de jeu de cartes que d'un roman à l'autre, sans planifier, ils reviennent. Je reconnais les archétypes. Donc, il y a souvent un vieux sage ou une vieille sage. Mais d'ailleurs, une partie intéressante de Pierre d'Ancre pour moi était la présence de personnages de toutes les générations qui s'entremêlent. Donc, il n'y a pas de barrière. Ils font tous face à une même histoire et ils s'entraident et ils se renseignent et ils s'enseignent les uns aux autres. Et il y a souvent un jeune héros qui est en train a coming of age. Il est en train souvent un adolescent ou une adolescente qui est en train de devenir ou de découvrir un peu ce qu'il ou elle va être, ce qu'il ou elle est déjà. Ça c'est deux exemples d'archétypes qui reviennent à coup sûr, mais il y en a d'autres, Oui, mais encore là, je les connais, mais c'est comme si c'est venu un peu après coup, ma connaissance des archétypes. C'est en lisant sur les archétypes, je me disais, ah ben oui, ça c'est tel personnage, ça c'est tel personnage, ça c'est tel personnage, mais je pense que les archétypes font vraiment partie de notre inconscient collectif. Et donc, ils sont déjà présents en écrivant une histoire. Ils s'arc-boutent les uns contre les autres et on a besoin qu'ils soient présents. On le sent comme narrateur. Donc, c'est comme pour moi, l'écriture n'est pas un processus rationnel au départ. Je n'ai pas étudié les archétypes avant de mettre en scène les personnages. Le processus d'écriture, pour moi, devient rationnel quand je sens au plan de la narration qu'il y a des trous, qu'il y a des incohérences, que la chronologie ne fonctionne pas, que les personnages sont disséminés, puis que donc l'action se passe dans différents endroits, puis il faut que il faut que je les tresse. Donc là, la rationalité intervient. Bon, combien de chapitres je peux me permettre avec un personnage qui est en pleine campagne pour qu'on revienne à la ville de façon satisfaisante sans sentir qu'on s'arrache à une histoire puis qu'on revient à une autre. Et aussi, bien évidemment, il y a toute la dernière partie de mon travail d'écriture qui est un travail sur la langue, exclusivement. À ce moment-là, l'histoire est créée. J'ai même créé des moments où j'ai pris de la distance, je l'ai fait lire à d'autres personnes, j'ai ramassé les commentaires, j'ai retravaillé. Donc, on est assez avancé. Là, ça fait peut-être probablement 2 ans que j'écris un livre à ce moment-là. Et puis là, bien, c'est comme du bonbon, je travaille que sur la langue. Donc, alors que la première version
probablement passablement mal écrite. Mais ça va, c'est normal. Je ne peux pas faire tout ça en même temps. Pour que l'histoire coule, il ne faut pas que je me pose la question est-ce que j'ai répété le verbe être 5 fois dans le même paragraphe? C'est pas ça la question à ce moment-là. La question se pose beaucoup plus tard, quand là, je commence à travailler sur le langage. Et là, c'est très agréable. J'adore cette partie-là parce que, ouf, l'histoire existe. Donc, je sais que c'est venu au jour. Et c'est comme du polissage. C'est comme du polissage que j'aime faire de façon, bien, je pourrais dire presque obsessive ou perfectionniste, mais j'y prends du plaisir jusqu'à la fin. Donc, quand ça devient trop, j'arrête. Et là, je travaille beaucoup aussi sur la voix des personnages. Donc, il y a des expressions, par exemple, que je vais donner à un personnage exclusivement. Dans Pierre d'Ancre, par exemple, il n'y a que Thibaut qui dit « bon ». Alors que moi, je le dis souvent, donc ça me viendrait spontanément de prêter ça à plusieurs personnages. Mais c'est important pour moi que seul Thibaut le dise. Il y a des personnages qui parlent moins bien que d'autres, leur français est moins évolué. Il y a des personnages qui sont très savants, il y a des personnages qui sont vraiment sirupeux, il y a des personnages qui sont extrêmement polis, il y en a qui sont extrêmement mal polis. Bon, donc tout ça, je commence de façon très consciente à ce moment-là, à leur donner à chacun sa langue. Ah oui, je réécris beaucoup. Et puis même au moment des épreuves, il faut que je me retienne un peu parce que j'ai encore des... Ah, mais non! J'ai encore des petits sursauts de perfectionnisme au thé. Alors, c'est ça. Passer la première... Dans le donner naissance à l'histoire, là, évidemment, il n'y a rien, donc il faut que j'ajoute. Et là, je laisse déborder, puis je laisse l'histoire partir dans plein de directions qui sont exploratoires. Et il faut que j'accepte, je pense que si j'ai un secret à livrer au sujet de l'écriture, en tout cas dans mon cas, c'est que j'accepte d'emblée que c'est un processus de laisser aller. Donc, si j'ai passé 2 semaines à écrire une scène qui mène à une autre scène, qui mène à une autre scène, et que plus loin dans l'histoire, je m'aperçois que c'est une avenue sans issue, qui n'apporte rien au récit, je la coupe. Elle s'en va, j'y repense plus jamais. Mais c'est nécessaire, probablement, je vais garder une ligne ou 2 qui m'ont plu, puis je vais les rapatrier, les insérer quelque part ailleurs, mais j'ai aucun problème à laisser aller. Mais donc ça vient plus loin. Donc au début, ça foisonne, ça va dans plusieurs directions. Et ensuite, oui, c'est de la sculpture ou de l'architecture. Je donne une forme qui se tient, je m'assure que l'édifice se tient, qu'on a tout ce qu'il faut, qu'on a les bases, qu'on a les descriptions, qu'on a tout ce qu'il faut pour que ça tienne. Et puis ensuite, bien c'est ça, oui, effectivement, je coupe. Parce que je coupe pour que ça aille plus vite, donc une question de rythme. Je coupe pour ne pas me répéter. Je coupe pour ne pas ennuyer le lecteur et je coupe aussi pour que le lecteur puisse garder sa marge imaginaire. Donc, je pense que tout lecteur participe à la création d'un livre et que si je décris trop, si j'en donne trop, il n'y a pas de place pour que le lecteur s'installe dans la lecture et fasse de cet univers-là son univers. Donc, pour moi, c'est important de décrire, dans Pierre d'Ancre, par exemple, j'avais beaucoup sur les costumes, les personnages. Quand j'ai un dialogue, j'ai beaucoup sur les tons de voix, je les entends dans ma tête. Donc, et à chaque fois, je l'écris. Et ensuite, c'est ça. C'est là que j'enlève. J'enlève pour que le lecteur puisse imaginer. Ah oui! Ah ben là, ça, les effets d'annonce. Les effets d'annonce sont une tentation de chaque instant. Mais évidemment, ils sont insérés vers la fin de l'écriture. C'est quand le récit déboule, moi, je ne sais même pas souvent où ça s'en va, donc je n'ai aucune façon de faire l'effet d'annonce. Les effets d'annonce arrivent donc pas mal vers la fin. Je les trouve intéressants parce qu'ils font souvent tourner la page. Où ils donnent encore au lecteur la possibilité d'essayer de deviner, mais qu'est-ce qu'on veut dire par là, mais qu'est-ce qui va arriver? Donc, toujours de stimuler cette imagination-là, d'inviter le lecteur à... C'est comme de lui poser une devinette un petit peu, puis continue à lire, la réponse arrive, la réponse va arriver. Il y a un petit peu une promesse aussi dans une annonce comme celle-là. Il y a la promesse qu'il y a quelque chose qui s'en vient, c'est comme une promesse de dessert après un repas, non? Mais là, évidemment, alors, c'est encore, je vais vous dire, je vais répéter ce que je viens de dire,
J'en mets partout où je pense que ça peut s'appliquer. Puis ensuite, bien, j'en enlève les 2/3 parce qu'on ne peut pas non plus vivre d'effets d'annonce. Ce serait trop... Au Québec, on a une expression qui est arrangée avec le gars des vues. Ça veut dire arrangée avec le réalisateur d'un film. C'est quand on tire les ficelles de façon trop évidente. Là, j'enlève pour que... faut que ça s'insère dans la chair du récit. Il ne faut pas que ça ait l'air plaqué sur l'histoire. Donc, voilà. Avec passion, je dirais. Alors, pour moi, les personnages, dans plusieurs cas, ils existent vraiment. Alors, c'est comme si à la fin, je les connais aussi bien que mes amis. Et je m'intéresse à leur devenir. Et alors, souvent, la question qui habite cette transformation-là, bon, la vie est faite de transformation, donc c'est sûr que dans mes romans, la transformation est un thème qui revient beaucoup, beaucoup. Et dans le cas de Pierre d'Angle, en fait, tous les personnages se transforment d'une façon ou d'une autre. Mais dans cette transformation-là, il y a une question qui est la clé pour moi des personnages. Et la question, c'est jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu vas aller, et puis c'est quoi ton talent? C'est quoi ton talent? Est-ce qu'on le connaît déjà? Est-ce que tu l'as montré? Est-ce que tu l'exploites déjà? Dans certains cas, oui. On sait, par exemple, que Lisandre est extrêmement futé. Donc, ça va être son instrument. Il n'est pas particulièrement fort physiquement. Il commence sa vie de façon très pauvre. Il a vécu énormément de deuil, donc psychologiquement, il a de la misère à s'exprimer, il a de la misère à s'attacher aux autres et tout ça. Il y a toutes sortes de problèmes, mais il est très intelligent et il est très déterminé. Donc, ces deux choses-là mises ensemble me donnent une espèce d'arc pour la trajectoire de Lisandre, par exemple. Guillaume Lebel est extrêmement loyal et lui aussi, très bon joueur d'échecs, comprend les choses à l'avance. Mais dans son cas, c'est la loyauté. J'ai vu à quel point la loyauté allait le mener jusqu'au bout, en fait. Donc, à chaque personnage, bon, pour Lucas, Lucas, il est patient, il est généreux, il aime mieux donner que recevoir. Et au fond, je voyais ça comme sa caractéristique de fond. En fait, aussi, il a plusieurs autres talents. Lucas, c'est un personnage que j'adore, mais la partie de lui qui m'émouvait le plus était vraiment cette espèce de patience attentive et de capacité à donner. Et donc, j'en ai fait le moteur de ses choix. Et puis, ses choix le transforment. Comment je me suis formée en tant que narratrice? Bien, d'abord, je me suis formée en tant que lectrice. J'étais une enfant qui lisait passionnément, qui même devait être invitée à aller jouer dehors avec les autres enfants parce que je préférais de beaucoup lire. Et j'ai... Dans mon processus de narration, quand j'ai commencé à écrire moi-même, j'avais toujours derrière la tête la question « Qu'est-ce que j'aime comme lectrice? Qu'est-ce qui m'emballe? Et quand je lis maintenant aussi, je suis attentive à la façon dont ça se produit. Donc, c'est comme une espèce de... Je joue les deux rôles un petit peu. J'ai été très tentée d'aller étudier la littérature, mais j'ai été étudier la philo plutôt. Donc, j'ai fait... l'équivalent, bon, c'était au Canada, mais d'une licence et d'une maîtrise en philo. Et là, moi qui étais très lyrique dans ma façon d'écrire, parce que j'écrivais des petits trucs pour moi-même chez moi, on a vraiment resserré la vis, comme on dit au Québec. On m'a appris à comprendre des textes très arides, à écrire de façon synthétique, de façon logique, de façon rationnelle. J'ai trouvé ça pénible, j'ai trouvé ça très difficile. Mais ensuite, je suis revenue à l'écriture littéraire avec une discipline, avec une grosse discipline. Et donc, ne pas en dire trop, le dire de façon efficace, être économe de mes mots, tout ça, ça vient vraiment de ma formation d'étudiante en philosophie. D'autres auteurs? Oui. Bien, moi, pour l'aventure, ce serait Alexandre Dumas, qui était vraiment comme complètement emportée quand j'étais enfant, ado. Pour Marguerite, j'adore
L'amant de Marguerite Duras. C'est le roman qui me vient en tête. Chaque fois qu'on me demande quel est ton roman préféré, je trouve qu'au plan de l'écriture, c'est absolument extraordinaire. C'est peut-être un modèle que je suivrais plus en littérature pour adultes, mais j'avais à cœur que Pierre Dancre puisse aussi être poétique. Je ne voyais pas pourquoi on ne pouvait pas importer une langue poétique dans une aventure, pourquoi pas. Et un autre de mes livres préférés, je dirais, à égalité avec L'amant de Marguerite Duras, c'est L'usage du monde de Nicolas Bouvier, qui lui aussi, paraît-il, polissait son écriture au maximum. Donc, L'usage du monde, c'est un récit de voyage. Et il décrit, mais tellement bien, de façon tellement efficace, les endroits où il va. Souvent, c'est très peu de mots, puis on est là-bas, on sent les odeurs, on voit les couleurs, on voit les personnes. Oui, ce serait ça mes modèles. J'en aurais probablement plein d'autres, mais c'est les deux, c'est ceux qui me viennent en tête, les trois qui me viennent en tête. Oui, bien, en fait, ma formation de peintre vient du fait que je suis très visuelle. Et c'est un petit peu l'œuf ou la poule, hein? Je suis devenue peintre parce que je suis très visuelle, et parce que je suis très visuelle et que je suis peintre, c'est plus facile pour moi de faire des descriptions visuelles. On m'a dit que j'écrivais en peintre, c'est possible. Oui, je pense, mais je pense que c'est une espèce c'est une espèce de prédisposition ou d'orientation. Maintenant, dans l'écriture, j'aime beaucoup aller chercher d'autres perceptions sensorielles. J'aime beaucoup travailler sur les odeurs, sur les sons. Puis c'est une façon pour moi aussi d'élargir mon propre champ perceptuel, parce que si j'y pensais pas, si je me rappelais pas à moi-même, écoute, il y a 5 sens, ce serait toujours visuel. Donc, j'ai fait un effort pour amener, parce que c'est important, les lecteurs ne seront pas tous visuels. Je trouve que c'est important d'en donner pour chacun, que pour chacun, il y ait quelque chose là, qui soit facile à saisir et à intégrer. Oui. Bon, la fantaisie, quand j'ai commencé Pierre Dancre et que je me suis aperçue que ce serait pour un public plus jeune, je me suis dit, mais c'est incroyable l'espace de liberté que je viens d'ouvrir. Là, il peut se passer plein de choses que j'oserais jamais mettre dans un récit pour adultes. Par contre, il y a beaucoup d'histoires d'amour dans Pierre Dancre. Il aurait pu avoir une sexualité beaucoup plus poussée, mais là, je me dis, ben c'est quand même, on ne sera pas trop graphique ici. Là, donc, c'est dans ce sens-là. Il y a aussi pour la violence, Pierre Dancre aurait pu être beaucoup plus... Bon, il y a des scènes de violence dans Pierre Dancre qui sont décrites, mais qui auraient pu être décrites de façon plus crue, qui auraient pu être plus violentes qu'elles le sont, en fait. Il y a de la cruauté psychologique. J'aurais pu aller plus loin, je suis capable. Mais je me suis posé des limites éthiques, disons, pour un public plus jeune. Et c'est intéressant parce qu'en même temps que j'écrivais Pierre Dancre, j'écrivais aussi un roman pour adultes, Si tu m'entends. Et je passais de l'un à l'autre, mais pas de semaine en semaine, genre 6 mois pour un, 6 mois pour l'autre, ou 1 an même. Et là, c'est intéressant parce que les plages de liberté qui s'ouvraient à chaque fois que je faisais le passage, là où je voyais une contrainte avec Pierre Dancre, mais là, je pouvais ouvrir complètement avec Si tu m'entends et vice-versa. Donc, il y a peut-être une méthode, là, mais je ne sais pas si... Parce qu'en écrivant la dernière saison de Célim aussi, j'écrivais une histoire pour adultes en même temps, qui n'est pas publiée encore, qui n'a pas d'éditeur, mais c'est un petit peu la même chose. L'histoire pour adultes va très loin dans la... Oui, bien, il y a une scène presque pornographique dans le fond, mais j'aurais jamais osé ça dans le contexte de la dernière saison de Célim. Oh, non, ben oui et non. Oui, c'est de raconter des histoires, mais à travers l'histoire qui est racontée, c'est explorer ce que ça veut dire être un être humain. En fait, qu'est-ce que ça veut dire être en vie? Quelles sont les possibilités ouvertes à la vie? Qu'est-ce que c'est l'imaginaire? Est-ce qu'il n'y a que nous dans l'univers? Est-ce qu'il y a autre chose? D'où viennent ces histoires pour commencer? Est-ce qu'elles viennent d'un individu ou est-ce qu'elles viennent d'un individu qui s'ouvre à quelque chose
qui est autour de lui. La nature de l'inspiration est très mystérieuse. Donc, moi, non, je pense que... Elle est intéressante, votre question, parce que il y a des histoires qu'on lit et il y a des histoires qu'on écrit. Et moi, par l'écriture aussi, je me transforme beaucoup et je m'ouvre constamment. Je m'évase. La frontière du moi, elle devient de plus en plus poreuse, de plus en plus vaste. Et c'est comme si j'étais en contact avec une intuition de plus en plus grande à travers l'écriture. Donc, ça joue une fonction psycho-spirituelle, disons, en fait. Et la lecture peut m'emmener là aussi, si elle est partie du même endroit. Je pense qu'on invente une recréation. Ce serait les deux. Oui, mon conseil à des aspirants écrivains, ce serait de se présenter à la page sans avoir peur de ce que les autres vont dire, sans avoir peur d'un premier jet, de la maladresse d'un premier jet. C'est vraiment l'autocritique, je pense, qui nous restreint dans tout ce qui est créatif. Et c'est un élément qui nous a été donné dans notre éducation, dans le fond, qui a aucune place dans l'espace de récréation qui est la créativité. Donc, ce serait vraiment ça, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de faire des erreurs, C'est un médium qui pardonne tellement, il est super malléable, mais surtout maintenant qu'on a des ordinateurs. Des fois, je pense à Charles Dickens, puis je me dis, mon Dieu, mais comment il faisait, tu sais, c'est ça, de le faire tout simplement sans se poser de questions.